Célestine Dubois avait passé 5 ans en tant que femme de chambre invisible au grand domaine Beaumont, cirant leur vie tandis que ses propres rêves prenaient la poussière, jusqu'au jour où Damien Beaumont l'entendit jouer du piano et la vit vraiment pour la première fois. Lorsque sa cavalière annula pour le prestigieux gala de la Fondation Beaumont, il choqua tout le monde en demandant à Célestine de l'accompagner, la transformant de domestique en centre de l'attention scandalisée de la haute société. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion contre sa famille autoritaire devint quelque chose de plus profond quand Damien réalisa que Célestine était la seule personne à voir au-delà de sa fortune, l'homme qu'il était vraiment. Leur histoire d'amour allait remettre en question tout ce que les Beaumont croyaient savoir sur la classe sociale, la valeur personnelle et ce que signifiait vraiment appartenir. Les feuilles d'automne tombaient doucement autour du vaste domaine Beaumont en Normandie. La propriété s'étendait sur des hectares, avec des jardins parfaitement entretenus et un château qui semblait tout droit sorti d'un livre d'histoire. C'était le genre d'endroit que la plupart des gens ne voyaient qu'au cinéma. Célestine Dubois essuya la sueur de son front alors qu'elle astiquait le grand piano dans le salon principal. À 26 ans, elle avait déjà passé 5 ans à travailler comme femme de chambre à demeure pour la famille Beaumont. Le travail était assez bien rémunéré et le petit appartement au-dessus du garage lui offrait une intimité qu'elle n'aurait pu s'offrir ailleurs. Mais certains jours, le poids de l'invisibilité se faisait plus lourd que d'autres. « Ça suffit pour aujourd'hui, Célestine », dit Madame Beaumont, entrant d'un mouvement ample dans la pièce dans son tailleur de couturier. Éléonore Beaumont ne regardait jamais vraiment le personnel lorsqu'elle leur parlait. « N'oubliez pas, le gala annuel de la Fondation Beaumont a lieu ce samedi. Nous aurons besoin de bras supplémentaires, donc pas de jour de congé cette semaine. »« Oui, madame », répondit Célestine doucement, ramassant ses produits de nettoyage. Elle regarda Madame Beaumont partir, puis soupira et s'assit au piano. Quand personne n'était là, elle jouait parfois. La musique avait été sa passion autrefois, avant que la vie ne prenne une autre tournure. Ses doigts effleurèrent doucement les touches, jouant une douce mélodie que sa grand-mère lui avait apprise. Pendant un bref instant, elle n'était pas une femme de chambre dans la maison de quelqu'un d'autre, mais juste Célestine, une femme avec ses propres rêves. C'est magnifique. La voix grave la fit sursauter. Célestine se leva du banc, renversant presque son chariot de nettoyage. « Je suis désolée, je n'aurais pas dû... » commença-t-elle, mais s'arrêta quand elle vit de qui il s'agissait. Damien Beaumont se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant avec des yeux curieux. Contrairement à sa mère, il regardait réellement les gens lorsqu'il leur parlait. À 32 ans, il était grand et beau d'une manière qui rendait Célestine nerveuse. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, et son costume coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en 3 mois. « S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas pour moi, » dit-il, entrant dans la pièce. « Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» Célestine hésita. La famille Beaumont parlait rarement au personnel au-delà de donner des ordres. « Ma grand-mère me l'a appris. Je devrais retourner travailler. »« Attendez, » dit Damien. « Vous êtes Célestine, n'est-ce pas? Vous travaillez ici depuis quelques années maintenant. »« 5 ans, corrigea-t-elle, surprise qu'il connaisse son nom. Damien hocha la tête. « Je n'ai pas beaucoup été à la maison. Bâtir ma propre entreprise m'a tenu éloigné. » Tout le monde connaissait le succès de Damien. Contrairement à son père et à son frère qui avaient hérité de leur fortune, Damien avait quitté l'entreprise familiale pour lancer sa propre entreprise technologique. Les potins parmi le personnel disaient que cela avait provoqué une rupture majeure avec son père, qui y voyait une trahison. « Bienvenue à la maison, monsieur Beaumont, » dit Célestine poliment, ramassant ses produits de nettoyage. « S'il vous plaît, appelez-moi Damien. Monsieur Beaumont me fait penser que mon père est dans la pièce. » Il sourit, et quelque chose dans ce sourire semblait sincère. Avant que Célestine ne puisse répondre, des voix s'élevèrent du bureau, au bout du couloir. Le sourire de Damien s'estompa. « Certaines choses ne changent jamais, » murmura-t-il, puis fit un signe de tête à Célestine avant de se diriger vers la dispute. Célestine n'avait pas l'intention d'écouter, mais les voix s'amplifièrent alors qu'elle terminait dans le salon. « Tu te montres après 2 ans et tu t'attends à être accueilli à bras ouverts ?» C'était Richard Beaumont, le père de Damien. « Je suis venu parce que mère m'a demandé d'assister au gala, » répondit Damien, sa voix contrôlée mais tendue. « La fondation porte notre nom de famille. Nous devrions tous être là. Tant que tu ne l'utilises pas comme une opportunité pour détourner nos investisseurs pour ta petite start-up, » lança Richard. « Ma petite start-up vaut plus que toute votre division de l'Est, père. » Célestine s'éloigna discrètement. Le drame familial des Beaumont ne la concernait pas, même si Damien semblait différent des autres. Le lendemain matin, Célestine arrangeait des fleurs fraîches dans la salle à manger
lorsque Damien apparut pour le petit déjeuner. Il était seul, ce qui était inhabituel. Les Beaumont mangeaient généralement ensemble lorsqu'ils étaient tous au domaine. « Bonjour Célestine, dit-il, s'asseyant à la grande table. « Madame Leclerc est-elle dans les parages? Je meurs de faim. »« Elle prépare votre petit déjeuner maintenant, » répondit Célestine en parlant de la cuisinière familiale. « Voulez-vous du café en attendant? S'il vous plaît. » Alors que Célestine lui versait son café, elle remarqua une petite coupure sur sa main. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Damienne jeta un coup d'œil à sa main et haussa les épaules. « J'ai eu un désaccord avec un mur hier soir. Le mur a gagné. » Célestine se mordit la lèvre. Elle avait entendu plus de cris après le dîner. « Il y a une trousse de premier secours dans le garde-manger. Je pourrais vous faire un pansement. » Damian l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Merci. » Dans la cuisine, tandis que Célestine nettoyait et enveloppait soigneusement sa coupure, Damian demanda « Aimez-vous travailler ici, Célestine ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. « C'est un travail, » répondit-elle prudemment. « Le salaire est bon. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Célestine sécurisa le pansement et recula. « Il ne s'agit pas de plaisir, monsieur Beaumont. Il s'agit de nécessité. »« Damien, » corrigea-t-il, « et tout devrait avoir un élément de joie, ne pensez-vous pas? Même le travail. » Avant qu'elle ne puisse répondre, madame Beaumont entra dans la cuisine, les sourcils levés en les voyant. « Damien, que faites-vous dans la cuisine ?» demanda-t-elle, les regardant tous les deux avec suspicion. « Je me fais soigner, mère. J'ai eu un petit accident. » Les yeux d'Éléonore se plissèrent en direction de Célestine. « Ce sera tout, Célestine. Sophie a besoin d'aide à l'étage. »« Oui, madame, » dit Célestine, rangeant rapidement la trousse de premier secours et partant. Alors qu'elle montait les escaliers, Célestine s'interrogea sur Damien Beaumont. Il semblait si différent de sa famille froide et obsédée par le statut, mais après tout, les riches étaient experts pour paraître charmants quand cela les arrangeait. Au cours des jours suivants, Célestine remarqua que Damien la cherchait subtilement. Il apparaissait dans les pièces qu'elle nettoyait, lui posant des questions sur sa vie et écoutant réellement ses réponses. Lorsqu'elle mentionna qu'elle avait trouvé l'ancien piano de sa mère dans un débarras et l'avait accordé elle-même, il sembla sincèrement impressionné. « Vous êtes pleine de surprises, Célestine Dubois, » dit-il avec un sourire qui fit frissonner son estomac. Elle se dit de ne pas être stupide. Les hommes comme Damien Beaumont ne voyèrent les femmes comme elle que comme du personnel. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il la voyait vraiment, qui la laissait songeuse. 2 jours avant le gala, Célestine polissait de l'argent dans la salle à manger, lorsqu'elle entendit Damien se disputer au téléphone. « Non, Victoire, tu ne peux pas annuler la veille. Oui, je comprends que ton shooting photo soit important. Très bien, peu importe. » Il raccrocha et jeta son téléphone sur le canapé. Célestine essaya de se rendre invisible, mais Damien se retourna et la vit. « Désolé pour ça, » dit-il, passant une main dans ses cheveux avec frustration. « Pas besoin de vous excuser, monsieur. » Damien se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins. « Ma cavalière vient d'annuler pour le gala. Ce n'est pas que je sois surpris. Victoire n'a jamais été fiable. » Célestine continua de polir, incertaine de la réponse qu'il attendait. « Avez-vous déjà assisté au gala de la Fondation Beaumont, Célestine » demanda-t-il soudainement. Elle leva les yeux, confuse. « Non, monsieur, je travaille au gala chaque année, mais je n'y ai jamais assisté. » Damien se tourna vers elle, une expression étrange traversant son visage. « Voudriez-vous y aller? Je ne comprends pas. Voudriez-vous venir avec moi au gala, comme ma cavalière ?» Célestine faillit laisser tomber le bougeoir en argent qu'elle tenait. « Ce n'est pas drôle, monsieur Beaumont. Je ne plaisante pas, dit-il, marchant vers elle. Et s'il vous plaît, c'est Damien. Pourquoi me demandez-vous cela? Demanda-t-elle, se sentant soudainement sur la défensive. Est-ce une sorte de pari, ou un moyen de rendre votre ex jalouse? Damien parut sincèrement déconcerté. Non, rien de tout cela. Alors pourquoi? Il soupira, s'asseyant à la table de la salle à manger. Honnêtement, parce que je suis fatigué de la fausseté. Tout le monde à ces événements porte un masque, moi y compris, la plupart du temps. Il leva les yeux vers elle. Mais vous êtes vraie, Célestine, sans prétention, sans jeu. Célestine le fixa, essayant de comprendre ce qu'il disait. Vos parents me renverraient. Ils n'oseraient pas, dit-il avec une conviction surprenante. Pas s'ils veulent que je reste en bons termes avec leurs investisseurs. Je n'ai rien à porter pour un événement pareil, protesta-t-elle. Cela peut s'arranger. Célestine posa l'argent et croisa les bras. Pourquoi me demandez-vous vraiment la vérité? Damien se leva et s'approcha d'elle. Hier, j'ai entendu des amis de mon père parler sur la façon dont je suis la déception de la famille, sur la façon dont je me montrerai au gala avec une autre mannequin écervelée
qui ne comprend pas la différence entre le marché boursier et un supermarché. Sa mâchoire se serra. J'en ai assez d'être ce qu'ils attendent. Alors oui, je veux marquer le coup en amenant quelqu'un d'inattendu. Mais je vous demande parce que, pendant la semaine où je suis rentré, vous êtes la seule personne qui a été authentique avec moi. Célestine recula d'un pas, assimilant ces mots. Une partie d'elle voulait dire oui, mais une autre partie se sentait utilisée. Donc, je ferai une déclaration. Nous le ferions tous les deux, admit-il. Mais ce n'est pas seulement ça. Ils furent interrompus par le son de voix dans le couloir. Un groupe de vieux amis de Damien était arrivé pour le déjeuner avant une partie de golf. « Réfléchissez-y », dit rapidement Damien avant qu'il n'entre. « S'il vous plaît. » Ce soir-là, Célestine rangeait les chemises de Damien dans son placard lorsqu'elle l'entendit, lui et ses amis, parler sur la terrasse sous sa fenêtre. « Alors, qui emmènes-tu au gala maintenant que Victoire a fait faux bond ?» demanda un homme. « Je travaille sur un remplaçant », répondit Damien. Un autre homme rit. « Je parie 10 € qu'il se montrera seul encore une fois. Je double la mise, 50, dit une troisième voix. Pauvre Damien, tout cet argent, et il ne peut toujours pas garder une cavalière. Leurs rires montèrent, et Célestine sentit un éclair de colère pour le compte de Damien. Elle ne put entendre sa réponse, mais quelques minutes plus tard, il apparut dans l'embrasure de sa chambre, surpris de la trouver là, juste en train de ranger votre linge, expliqua-t-elle en refermant la porte du placard. Damien hocha la tête, desserrant sa cravate. « À propos de mon invitation, j'ai entendu vos amis, » dit Célestine doucement, « par la fenêtre. » Il grimaça. « Ce ne sont pas vraiment des amis, juste des gens que je connais depuis toujours. »« Ça n'a pas d'importance, » dit Célestine, ramassant ses produits de nettoyage. « J'irai avec vous. » Damien parut stupéfait. « Vous irez ? À une condition, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Je ne fais pas semblant. Je ne joue pas à la riche. Si j'y vais en tant que moi-même. » Un lent sourire se répandit sur le visage de Damien. « C'est exactement ce que je veux. » Célestine hocha la tête, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Alors oui, j'irai au gala avec vous. » En quittant sa chambre, Célestine se demanda si elle ne faisait pas une énorme erreur. Mais il y avait quelque chose chez Damien Beaumont qui lui donnait envie de prendre le risque. Pour une fois dans sa vie, elle en avait assez d'être invisible. Elle ne savait pas que dire oui changerait tout pour eux deux. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel que Célestine assisterait au gala de la Fondation Beaumont en tant que cavalière de Damien. Sophie, l'autre femme de chambre à demeure, n'en revenait pas. « Tu es folle ?» demanda Sophie alors qu'elles changèrent les draps dans l'une des chambres d'amis. « Madame Beaumont va te renvoyer sur le champ. »« Damien dit qu'elle ne le fera pas, » répondit Célestine, bien que le doute se glissât dans sa voix. « D'ailleurs, ce n'est qu'une nuit. Juste une nuit qui pourrait te coûter ton emploi, » avertit Sophie. « Et qu'est-ce que tu vas porter ? Tu ne peux pas te présenter en uniforme. » C'était un problème que Célestine n'avait pas entièrement envisagé. Elle avait une belle robe qu'elle portait pour la messe du dimanche, mais rien d'approprié pour un gala de haute société. Cet après-midi-là, tandis que Célestine dépoussiérait la bibliothèque, Éléonore Beaumont la coinça. « Je crois comprendre que mon fils vous a demandé d'assister au gala, » dit-elle, sa voix froide. « Je tiens à être clair, c'est très inapproprié. » Célestine redressa ses épaules. « Je suis désolée que vous ressentiez cela, Madame Beaumont. » Les yeux d'Éléonore se plissèrent. « Ne confondez pas l'attention de mon fils avec quelque chose de significatif. Damien a toujours eu un côté rebelle. Une fois qu'il aura fait sa démonstration, il passera à autre chose. Les hommes comme lui ne finissent pas avec des femmes comme vous. » Les mots piquèrent, mais Célestine garda une expression neutre. « Si c'est vrai, alors ce n'est qu'une soirée de votre vie, n'est-ce pas ?» Éléonore parut choquée par la réponse de Célestine. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Damien apparut dans l'embrasure de la porte. « Mère, y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, son ton agréable mais ses yeux durs. « Juste pour rappeler à Célestine ses devoirs avant le gala, » dit Éléonore d'une voix lisse. « Nous aurons besoin d'aide supplémentaire pour l'installation. Célestine ne travaillera pas ce jour-là, » dit fermement Damien. « Elle sera mon invitée. » Après le départ d'Éléonore, manifestement furieuse, Damien se tourna vers Célestine. « Je suis désolé pour ça. »« Elle a raison, vous savez, » dit Célestine doucement. « C'est inapproprié. Je travaille ici, et je n'ai rien apporté pour un événement pareil. » Damien regarda sa montre. « Me faites-vous confiance ? » « Je vous connais à peine, » fit-elle remarquer. Il rit. « C'est juste, mais j'aimerais résoudre au moins un de ces problèmes. Prenez le reste de la journée. Je viendrai vous chercher à 2 heures. » Avant que Célestine ne puisse argumenter, il était parti, la laissant se demander dans quoi elle s'était embarquée. À exactement 2 heures, Damien frappa à la porte du petit appartement de Célestine, au-dessus du garage. Quand elle ouvrit, il se tenait là en tenue décontractée, jonc et chemise boutonnée.
l'air beaucoup plus abordable que dans ses costumes habituels. « Prête ?» demanda-t-il. « Pourquoi exactement ?» Il sourit. « Du shopping. » Célestine secoua la tête. « Je ne vous laisserai pas m'acheter des vêtements. Considérez cela comme une location, suggéra-t-il. Pour une nuit seulement. » Elle hésita, puis attrapa son sac à main. « Je vous rembourserai. Quand nous discuterons des conditions plus tard, dit-il, la conduisant à sa voiture. Pas la voiture de sport tape à l'œil qu'elle l'avait vu conduire, mais une berline plus discrète. Ils roulèrent en ville, et Célestine s'attendait à être emmenée dans une boutique haut de gamme. Au lieu de cela, Damien se gara devant une boutique de vêtements vintage. « Mon amie Maëlle possède cet endroit, » expliqua-t-il. « Elle a un œil incroyable. » À l'intérieur, ils furent accueillis par une femme stylée aux cheveux roux vifs. « Damien, ça fait des lustres !» Elle le serra chaleureusement dans ses bras, puis tourna des yeux curieux vers Célestine. « Maëlle, voici Célestine. Elle a besoin de quelque chose de spectaculaire pour le gala de la Fondation Beaumont. » Les sourcils de Maëlle se levèrent. « Le gala? Eh bien, c'est intéressant. » Elle tourna autour de Célestine, l'étudiant. « Vous avez une structure osseuse incroyable. Et ses yeux. On peut clairement travailler avec ça. » Pendant l'heure suivante, Célestine essaya des robes, pendant que Damien attendait patiemment, offrant des opinions quand on les lui demandait, mais laissant surtout Maëlle opérer sa magie. Finalement, Célestine apparut dans une robe bleu profond, simple mais élégante. Elle épousait ses courbes avant de tomber gracieusement jusqu'au sol. « C'est celle-là, » dit Damien doucement, ses yeux ne la quittant jamais. Maëlle claqua des mains. « Absolument parfait. Maintenant les chaussures et les accessoires. » Quand ils eurent fini, Célestine se reconnut à peine dans le miroir. La robe la faisait se sentir belle comme jamais auparavant. « Je ne peux pas accepter tout ça, » murmura-t-elle à Damien, tandis que Maëlle emballait tout. « Considérez cela comme une dépense professionnelle, » répondit-il avec un clin d'œil. « Mettre ma mère mal à l'aise, ce n'est pas donné. » Célestine rit malgré elle. « Ce n'est que ça. Mettre votre mère mal à l'aise ?» Quelque chose dans l'expression de Damien changea. « Non, » dit-il doucement, « ce n'est pas tout. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Maëlle revint avec leur paquet, et le moment fut passé. Le jour du gala arriva et le domaine Beaumont bourdonnait d'activités. Fleuristes, traiteurs et personnel événementiel transformèrent la grande salle de bal en un pays des merveilles scintillant. Célestine se sentait étrange de ne pas aider aux préparatifs, mais Damien avait été insistant. À l'approche du soir, elle commença à se préparer dans son petit appartement, se coiffant et se maquillant elle-même. La robe bleue lui allait parfaitement, mais les chaussures que Maëlle avait choisies étaient d'une demi-pointure trop petite. Célestine grimaça en les enfilant. La beauté avait son prix. À 7 heures, on frappa à sa porte. Damien se tenait là dans un smoking parfaitement ajusté, l'air d'être sorti d'un magazine. Pendant un instant, il la fixa simplement. « Vous êtes... » commença-t-il, puis sembla perdre ses mots. Célestine se sentit soudain mal à l'aise. « Y a-t-il un problème ?»« Non, dit-il rapidement. Vous êtes magnifique, vraiment magnifique. » Elle rougit, peu habituée à de tels compliments. « Merci. » Il lui offrit son bras. « Prête à créer un scandale ?» Malgré ses nerfs, Célestine sourit. « Aussi prête que je le serai jamais. » Ils marchèrent ensemble vers la maison principale, où des voitures de luxe arrivaient déjà et déposaient les invités. Plusieurs personnes eurent un mouvement de surprise en reconnaissant Damien avec Célestine à son bras. À l'entrée de la salle de bal, Damien s'arrêta. « Une fois que nous serons entrés, les gens parleront. Ils peuvent être cruels. »« Je suis plus forte que je n'en ai l'air, » l'assura Célestine, bien que son cœur s'emballât. « Je sais que vous l'êtes, » dit-il, lui serrant la main. « C'est l'une des choses que j'admire chez vous. » Ils entrèrent ensemble dans la salle de bal, et comme Damien l'avait prédit, un silence s'abattit sur la foule. Des centaines d'yeux se tournèrent pour les fixer, ou plus spécifiquement fixer Célestine. Éléonore Beaumont, qui saluait des invités, se figea au milieu d'une conversation. Richard Beaumont faillit s'étouffer avec son champagne. Et le frère de Damien, Jules, ricana ouvertement. « C'est la femme de chambre ?» murmura quelqu'un assez fort pour être entendu. « Il a perdu la tête » marmonna une autre voix. Célestine sentit ses joues brûler, mais la main de Damien se posa sur le bas de son dos, ferme et rassurante. Elle leva le menton, sourit doucement et entra comme si elle était à sa place. Et, étrangement, quelque chose dans la pièce changea. Peut-être était-ce sa confiance tranquille, ou la façon dont la robe bleue captait la lumière, ou comment elle ne s'est pas tapie sous leur regard. Quoi qu'il en fût, le choc initial commença à céder la place à des murmures curieux. Damien la conduisit au bar et leur commanda à tous les deux des verres. « Vous vous en sortez très bien, dit-il doucement. Votre mère a l'air de vouloir s'évanouir, observa Célestine, acceptant un verre de champagne.
Elle survivra, répondit-il avec un sourire. Mon père, en revanche, pourrait faire un AVC. Richard Beaumont les dévisageait en effet de l'autre côté de la pièce, le visage rougi par la colère. Je devrais aller lui dire bonjour, dit Damien. Ça ira pour une minute? Célestine hocha la tête, bien que dès que Damien s'éloigna, elle se sentit exposée. Elle sirota son champagne, essayant de paraître à l'aise, seule. Eh bien, dit une voix derrière elle. Vous vous êtes bien apprêté. Célestine se retourna pour trouver Jules Beaumont, le jeune frère de Damien, la regardant de haut en bas d'une manière qui lui donna la chair de poule. Merci, monsieur Beaumont, dit-elle poliment. Jules, s'il vous plaît, dit-il se rapprochant. Après tout, vous faites pratiquement partie de la famille maintenant, n'est-ce pas? Du moins jusqu'à ce que mon frère se lasse. Célestine força un sourire. Je devrais retrouver Damien. Jules lui attrapa le bras. Il en aura probablement pour un moment. Père semblait prêt à exploser. En attendant, pourquoi ne me dites-vous pas comment vous avez réussi à attirer l'attention de mon frère? Vous devez avoir des talents spéciaux. Lâchez-moi, dit Célestine fermement, libérant son bras. Tout va bien ici? Une femme grande aux cheveux blonds courts apparut à côté d'eux, son expression préoccupée. Juste en train de faire connaissance avec la cavalière de mon frère, dit Jules d'une voix suave. Célestine, voici Adèle Roussel, une vieille amie de la famille. Adèle adressa à Célestine un sourire sincère. Enchanté de vous rencontrer. Je connais les garçons Beaumont depuis que nous sommes enfants, et je dois dire que Damien a l'air plus heureux ce soir que je ne l'ai vu depuis des années. Jules leva les yeux au ciel et s'éloigna, laissant Célestine reconnaissante de ce sauvetage. Merci, dit-elle à Adèle. De rien, Jules a toujours été un goujat, répondit Adèle en riant. Alors comment vous êtes-vous rencontrés, Damien et vous? Avant que Célestine ne puisse répondre, elle fut interrompue par une femme en robe rouge éblouissante qui se fraya pratiquement un chemin entre elles. « Adèle, chérie, ça fait des lustres !» s'exclama la femme, faisant la bise à Solène, avant de poser un regard froid sur Céleste. « Et vous êtes ?»« Céleste Dupont », répondit-elle, notant comment les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement, un éclair de reconnaissance y passant. « Ah, c'est donc la femme de chambre », dit la femme avec un sourire narquois. « Je suis Ophélie Mercier. Antoine et moi sommes sortis ensemble l'année dernière. »« Enchanté », dit Céleste, bien que ce ne fût clairement pas le cas. Le sourire d'Ophélie était prédateur. « Alors c'est à ça qu'Antoine est réduit. Ça doit être agréable d'avoir quelqu'un pour faire votre ménage et réchauffer votre lit. » Solène haleta. « Ophélie !» Mais Céleste en avait assez d'être polie. Elle se tourna, calme et maîtresse d'elle-même, et regarda Ophélie droit dans les yeux. « Amusant, je n'ai rien nettoyé ce soir, mais je vois que le désordre s'est tout de même montré. » Il y eut un moment de silence stupéfait, puis Solène éclata de rire. Plusieurs personnes à proximité qui avaient entendu gloussèrent également, et le visage d'Ophélie devint presque aussi rouge que sa robe. « Comment osez-vous » s'étrangla-t-elle. « Savez-vous qui je suis ?»« Quelqu'un qui est sur le point de partir » dit la voix d'Antoine alors qu'il les rejoignait. Il passa un bras autour de la taille de Céleste et sourit froidement à Ophélie. « À moins que vous ne préfériez que je raconte à tout le monde la vraie raison de notre rupture. » Ophélie lui lança un regard noir, puis à Céleste, avant de filer, furieuse, se perdant dans la foule. Quelle était la vraie raison? Céleste ne put s'empêcher de demander. Antoine rit. Je l'ai surprise à fouiller mes emails à la recherche d'informations boursières confidentielles pour son père. Solène s'excusa et s'éloigna, laissant Antoine et Céleste seuls un instant. Je suis désolé pour ça, dit-il, et pour mon frère. Vous avez vu ça? Assez, admit-il. Ça va? Céleste acquiesça. Je sais me défendre. J'ai remarqué, dit-il avec admiration. Cette réplique à Ophélie était parfaite. Elle sourit, ressentant un étrange mélange de fierté et d'embarras. Je n'aurais probablement pas dû dire ça. Vous plaisantez? C'était le point culminant de ma soirée. Son expression devint plus grave. Vous êtes extraordinaire, Céleste. Vous le savez, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique changea pour une danse lente et Antoine lui tendit la main. Danser avec moi? Céleste hésita. Je ne suis pas très doué pour la danse de salon. Moi non plus, admit-il, mais nous pouvons nous débrouiller ensemble. Elle prit sa main et le laissa la mener sur la piste de danse. D'autres couples s'écartèrent, les observant avec curiosité, tandis qu'Antoine la serrait contre lui. Sur l'estrade, la chanteuse commença une ballade romantique. « Tout le monde nous regarde », murmura Céleste. « Qu'il regarde », répondit Antoine, ses yeux rivés sur elle. « Vous êtes la seule qui vaille la peine d'être regardée de toute façon. » Tandis qu'ils se mouvaient ensemble, Céleste sentit quelque chose basculer entre eux. Il ne s'agissait plus seulement d'une provocation ou d'un moyen de choquer sa famille. Quelque chose de réel se produisait,
quelque chose d'inattendu et d'un peu effrayant. De l'autre côté de la pièce, Éléonore de Valois les observait, les yeux plissés, chuchotant d'urgence à son mari. Richard acquiesça d'un air sombre, puis s'approcha d'un homme distingué en costume de luxe. « C'est Henri Laurent », dit Antoine à Céleste, montrant l'homme qui parlait avec son père, l'un de nos plus gros investisseurs et le plus proche ami de mon père. « Et votre père n'a pas l'air content », observa Céleste. La mâchoire d'Antoine se crispa. « Jamais, mais surtout pas avec moi. » Alors que la chanson se terminait, Antoine fut entraîné par un groupe de relations d'affaires, laissant Céleste seule à nouveau. Elle se dirigea vers un coin tranquille, reconnaissante d'avoir un moment pour reprendre son souffle. Ses pieds la faisaient horriblement souffrir dans ses chaussures trop petites. « Mademoiselle Dupont ?» Un serveur s'approcha avec un mot. « Madame de Valois m'a demandé de vous donner ceci. » Céleste l'ouvrit, son estomac se serra en lisant. « Veuillez me rejoindre immédiatement à la bibliothèque. Il s'agit de votre emploi. » Éléonore de Valois. Elle savait qu'elle devrait d'abord trouver Antoine, mais il était entouré de monde. Et malgré ses assurances, c'était toujours son emploi qui était en jeu, un emploi qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Prenant une profonde inspiration, Céleste se glissa hors du grand salon et se dirigea vers la bibliothèque. Le reste de la demeure était calme, la plupart du personnel étant concentré sur la réception. Lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, Éléonore était là avec Richard et Henri Laurent. « Ah, Céleste !» dit Éléonore, sa voix faussement aimable. « Merci d'être venue. Vous vouliez me voir, Madame de Valois ?» Céleste garda une voix posée. « Oui, Monsieur Laurent était en train de nous dire à quel point il était impressionné par vous, » dit Éléonore, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. Henri Laurent examina Céleste avec intérêt. « En effet, ce n'est pas souvent que l'on voit quelqu'un de votre milieu à de tels événements. Charles était curieux de votre relation avec mon fils, » ajouta Richard, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une conversation amicale. Céleste leva le menton. « Je ne suis pas sûr que ce soit vos affaires, monsieur. » Le visage de Richard s'assombrit. « Tout ce qui touche au nom des de Valois est mon affaire. Mon fils pense peut-être qu'en vous amenant ici, il voulait faire une sorte de déclaration, mais tout ce que ça fait, c'est embarrasser cette famille. »« Richard, » avertit Éléonore, jetant un coup d'œil à Laurent. « Non, soyons directs, » continua Richard. « Mademoiselle Dupont, quelles sont exactement vos intentions envers mon fils ?»« Mes intentions ?» répéta Céleste, incrédule. « Oui, êtes-vous après son argent, son nom, ou est-ce une tentative mal avisée d'améliorer votre position sociale ?» Céleste sentit la colère monter en elle. « Je suis ici parce qu'Antoine m'a demandé de venir. Rien de plus. » Henri Laurent s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrais-je vous laisser seul pour cette affaire de famille. »« Pas besoin, » dit la voix d'Antoine depuis l'embrasure de la porte. Il avait l'air furieux. « L'affaire de famille retourne au bal. Nous tous. » Richard se tourna vers son fils. « Nous avons juste une conversation avec votre ami. » Ça ressemblait plutôt à un interrogatoire, dit Antoine froidement. « Et ça se termine maintenant. »« Antoine, soyez raisonnable, » supplia Éléonore. « Vous avez fait votre effet. Tout le monde parle de la façon dont vous avez amené la femme de chambre au bal. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» L'expression d'Antoine s'endurcit. « C'est ce que vous pensez que c'est? Une rébellion puérile? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» exigea Richard. Antoine s'approcha pour se tenir à côté de Céleste. « Elle est venue avec moi, » dit-il à voix haute, d'une voix ferme, « et elle repartira avec moi. Pas parce qu'elle est le jouet de quiconque, mais parce qu'elle est la seule personne authentique dans cette pièce. » Henri Laurent regarda chacun d'eux tour à tour, puis sourit légèrement. « Eh bien, je pense que ça règle la question. Richard et Éléonore, devrions-nous retourner auprès de vos invités? Ils doivent se demander où sont passés leurs hôtes. » À contre-cœur, Richard et Éléonore suivirent Laurent hors de la bibliothèque, laissant Antoine et Céleste seuls. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» demanda-t-elle. « Je vous ai vu partir avec ce mot. J'ai compris que ma mère machinait quelque chose. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je suis tellement désolé pour ça. »« Vos parents ont raison, vous savez, » dit Céleste doucement. « Ça ne va pas marcher. Nous venons de mondes différents. »« Croyez-vous vraiment ça ?» demanda Antoine s'approchant. « Ou êtes-vous juste effrayé ?»« Les deux, » admit-elle. « Ça devait être une soirée. Une déclaration. Rien de plus. Et si je voulais que ce soit plus ?» Sa voix était basse, intense. Céleste leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage le moindre signe que ce n'était encore qu'un jeu. Mais tout ce qu'elle vit était la sincérité et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur la chamade. « Vous ne me connaissez même pas, » murmura-t-elle. « J'en sais assez, » répondit-il. « Je sais que vous êtes gentille, talentueuse et plus forte que quiconque ne le pense.
Je sais que vous voyez à travers la superficialité de mon monde, et je sais que quand je suis avec vous, je me sens moi-même, pour la première fois depuis des années. » Avant que Céleste ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit de nouveau à la volée. C'était Jules, visiblement ivre et en colère. « Ah, te voilà !» bredouilla-t-il. « Papa est furieux. Il a dit que tu te moquais du nom de famille avec ton cas social. » Il fit un geste grossier vers Céleste. Les mains d'Antoine se serrèrent en poing. « Sors d'ici, Jules. »« Ou quoi, tu vas me frapper ?» Jules rit. « Vas-y, montre à ta petite amie ce que les de Valois sont vraiment quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. » Céleste pouvait voir qu'Antoine luttait pour maîtriser sa colère. Elle toucha son bras doucement. « Il n'en vaut pas la peine. » Jules ricanait. « Écoute-la, Antoine. Au moins la domestique connaît sa place. » Quelque chose se brisa dans le regard d'Antoine. Il s'élança, attrapant Jules par le col et le plaquant contre une bibliothèque. « Ne parle plus jamais d'elle comme ça, tu comprends. »« Antoine, arrête !» s'écria Céleste, tirant son bras. « S'il te plaît !» La peur sincère dans sa voix sembla percer sa colère. Antoine relâcha Jules, qui trébucha et faillit tomber. « Vous êtes pathétique !» cracha Jules, redressant sa veste. Tous les deux. Après qu'il eut titubé dehors, Céleste recula d'Antoine, secouée par la violence dont elle venait d'être témoin. « Je devrais partir, » dit-elle doucement. « Céleste, attendez. Non, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de réfléchir. » Elle recula vers la porte. « C'était une erreur, tout ça. »« Ça ne l'était pas, » insista Antoine, la suivant. « S'il vous plaît, ne les laissez pas gâcher ça. » Mais Céleste se hâtait déjà dans le couloir, ses chaussures trop serrées oubliées, alors qu'elle fuyait la confusion des sentiments qui l'envahissaient. Elle atteignit une porte de service et sortit sur une terrasse, l'air frais de la nuit, un soulagement après la tension de la bibliothèque. Elle enleva ses chaussures douloureuses, soupirant alors que ses pieds nus touchèrent la pierre fraîche. Au-dessus d'elle, les étoiles remplissaient le ciel nocturne clair, indifférentes au drame qui se jouait en bas. Après quelques minutes, elle entendit des pas. Antoine l'avait suivie, sa cravate desserrée, sa veste enlevée. « Vous savez qu'ils vont parler, » dit-elle sans se retourner. « Qu'ils parlent, » répondit-il, se plaçant à côté d'elle. « J'ai construit toute une vie entourée de gens à qui je ne peux pas faire confiance. Vous êtes la première personne à se présenter sans masque. » Céleste le regarda enfin. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, Antoine? Vraiment ?» Il lui tendit une petite enveloppe. « Ouvrez-la. » Confuse, elle la prit et en sortit ce qui semblait être un croquis dessiné à la main d'une maison. Pas une demeure comme le domaine de Valois, mais quelque chose de plus simple, accueillant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Quelque chose sur lequel je travaille, » dit-il doucement. « Je veux construire quelque chose de réel, avec vous. Pas parce que je suis seul, mais parce que ce soir j'ai vu à quoi la vie pourrait ressembler, quand vous êtes entré. » Céleste le fixa, silencieuse, son cœur battant la chamade. Tout se passait trop vite, trop intensément. Une partie d'elle voulait le croire, faire confiance au lien qu'elle ressentait. Mais une autre partie se souvenait des paroles d'Éléonore. Les hommes comme lui ne finissent pas avec des femmes comme vous, et elle ne dit pas oui. Elle se contenta de se pencher, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui répondait à toutes les questions que les mots ne pouvaient exprimer. Pendant un instant parfait, le monde extérieur disparut. Le bal, sa famille, les différences entre eux. Il n'y avait que cette connexion inattendue et puissante. Quand ils se séparèrent enfin, Antoine la regarda avec émerveillement. « Est-ce que cela signifie que vous nous donnerez une chance ?» Avant que Céleste ne puisse répondre, un tumulte provenant de l'intérieur attira leur attention. Des voix s'élevèrent, puis un fracas. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» marmonna Antoine. Ils se hâtèrent de rentrer pour trouver les invités rassemblés autour de quelqu'un à terre. Tandis qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, Céleste haleta. Richard de Valois gisait inconscient, Éléonore agenouillée à ses côtés, le visage pâle de choc. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» s'écria-t-elle. « Mon mari a eu une crise cardiaque. » Le chaos éclata au domaine de Valois. Les invités furent de prier de partir tandis que les secours arrivaient en hâte. Richard de Valois fut chargé sur une civière, un masque à oxygène couvrant son visage. Éléonore monta dans l'ambulance à côté de son mari, son sang-froid habituel brisé. « Je suivrai dans ma voiture », dit Antoine à sa mère, qui lui jeta à peine un regard. Alors que l'ambulance s'éloignait, sirène hurlante, Antoine se tourna vers Céleste. « Je dois aller à l'hôpital. »« Bien sûr, » dit-elle. « Vous devriez être avec votre famille. Venez avec moi, » dit-il, prenant sa main. Céleste hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Votre mère me reproche déjà d'avoir contrarié votre père. Ce n'est pas votre faute, » insista Antoine. « Mon père se tuait à la tâche depuis des années. Les médecins l'avaient prévenu pour son cœur. » Jules trébucha vers eux,
toujours ivre mais dégrisé par l'urgence. Bien joué, Antoine, papa en a finalement eu assez de ta rébellion. Pas maintenant, Jules, claqua Antoine. Il se tourna vers Céleste. S'il vous plaît, venez, je ne veux pas être seul avec eux. Elle ne put dire non à la douleur dans ses yeux. D'accord. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. Quand ils arrivèrent, Éléonore faisait les 100 pas dans la salle d'attente pendant que les médecins s'occupèrent de Richard. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» exigea-t-elle en voyant Céleste. « Maman, ne commencez pas, » avertit Antoine. « Votre père se bat pour sa vie à cause de la scène que vous deux avez causée, » siffla Éléonore. « N'avez-vous aucune honte ?» Céleste recula. « Je devrais partir. »« Oui, vous devriez, » acquiesça Éléonore froidement. Antoine avait l'air déchiré. « Céleste, c'est bon, l'assura-t-elle. Votre place est ici, avec votre famille. Je comprends. » Avant qu'il ne puisse argumenter, un médecin apparut. « Madame de Valois, votre mari est stabilisé. Il a eu une crise cardiaque légère, mais nous l'avons pris à temps. » Éléonore s'affaissa de soulagement. « Puis-je le voir ?»« Brièvement. Il a besoin de repos. » Tandis qu'Éléonore suivait le médecin, Antoine écarta Céleste. « Je vous ramène. »« Non, restez avec votre père. Je peux appeler un taxi. » Il fronça les sourcils. « Je ne veux pas qu'on en reste là. »« Nous pourrons parler demain, promit-elle, quand les choses seront plus calmes. » À contre-cœur, Antoine accepta. Il la regarda partir, sentant que quelque chose de précieux lui échappait. Le domaine de Valois était calme au retour de Céleste. La plupart du personnel était allé se coucher après avoir nettoyé la salle du bal abruptement terminée. Dans son logement de fonction, Céleste accrocha soigneusement la robe bleue, sachant qu'elle ne la porterait probablement plus jamais. Elle dormit à peine cette nuit-là, repassant tout ce qui s'était passé. Le bal, les confrontations, le baiser, et puis l'effondrement de Richard. Elle le ressentait comme un signe qu'elle et Antoine n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Tôt, le lendemain matin, on frappa à sa porte. C'était Léa, l'air inquiète. « Vous êtes au courant ? Monsieur de Valois a eu une crise cardiaque hier soir. On dit qu'il va bien, mais Madame de Valois est sur le pied de guerre. » L'estomac de Céleste se noua. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle est au téléphone toute la matinée. Je l'ai entendu parler à Monsieur Dubois de l'agence qui vous a placé ici. Elle veut que vous partiez. » Céleste ferma les yeux un instant. « Je ne suis pas surprise. Qu'est-ce qui s'est passé à ce bal ?» demanda Léa. « Tout le monde parle de la façon dont vous êtes arrivé au bras d'Antoine, ressemblant à une star de cinéma. Puis Monsieur de Valois s'est effondré. »« C'est compliqué, » dit Céleste, ne voulant pas entrer dans les détails. Léa lui serra le bras. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Après le départ de Léa, Céleste fit ses quelques affaires. Elle savait qu'Éléonore trouverait un moyen de la renvoyer, et il serait préférable de partir de son propre gré. Un message texte d'Antoine éclaira son téléphone. « Père est stable. Rentrons bientôt, nous devons parler. » Elle ne répondit pas. Qu'y avait-il à dire? La nuit dernière avait été magique, mais à la dure lumière du jour, la réalité s'imposait. Son père était à l'hôpital, en partie à cause du stress qu'ils avaient provoqué. Sa mère essayait activement de se débarrasser d'elle. Et malgré ce qu'Antoine disait vouloir de réel avec elle, Céleste ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle n'était pour lui qu'une fascination passagère. Au milieu de la matinée, ses bagages étaient faits. Elle irait loger chez sa cousine en ville jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi. Tandis qu'elle descendait l'escalier avec sa valise de son logement, elle faillit percuter Éléonore de Valois. « Vous allez quelque part ?» demanda Éléonore, regardant les bagages. « Je pense qu'il est préférable que je parte, » répondit Céleste calmement. Une lueur de surprise traversa le visage d'Éléonore, vite remplacée par de la satisfaction. « Oui, je crois que ce serait pour le mieux. Je vous ferai envoyer votre dernier salaire. »« Merci, » dit Céleste, refusant de montrer une quelconque faiblesse. « J'espère que Monsieur de Valois se rétablira rapidement. » L'expression d'Éléonore s'endurcit. « Soyons clairs, mademoiselle Dupont. Quoi que vous pensiez qu'il puisse se passer entre vous et mon fils, c'est un fantasme. Antoine traverse peut-être une phase de rébellion, mais il reviendra à la raison. Les hommes comme lui n'épousent pas leurs femmes de chambre. » Les mots la piquèrent, mais Céleste garda son calme. « Je ne m'y attendais pas, Madame de Valois. » Elle essaya de passer, mais Éléonore l'arrêta. « Attendez, avant de partir, je veux vous faire une offre. » Céleste fronça les sourcils. « Quel genre d'offre ?»« 10 000 €, dit Éléonore, sa voix professionnelle. « En espèces, en échange de votre discrétion et de la promesse de rester loin de mon fils. » Céleste la fixa, incrédule. « Vous essayez de me soudoyer ?»« Je suis pratique, » répondit Éléonore. « Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin que cette distraction prenne fin avant qu'elle ne nuise davantage à ma famille. »« Gardez votre argent, Madame de Valois, » dit Céleste, sa voix tremblante de colère.
Je n'ai pas besoin d'être payé pour rester loin d'Antoine. Je pars parce que c'est la bonne chose à faire. Éléonore eut l'air sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait comprendre qu'on refuse de l'argent. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture s'arrêta devant. Antoine était rentré de l'hôpital. « Pensez à mon offre », dit rapidement Éléonore. « Elle reste ouverte. » Elle s'éloigna en hâte, tandis qu'Antoine entrait. Il s'arrêta net en voyant Céleste avec sa valise. « Ça, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Je pars », dit-elle simplement. Son visage s'affaissa. « À cause d'hier soir ?»« Céleste, je vous l'ai dit, rien de tout cela n'était votre faute. »« Peu importe à qui la faute, » répondit-elle. « Votre père est à l'hôpital, votre mère me déteste. Et soyons honnêtes, quoi que ce soit entre nous, ça ne peut pas fonctionner. »« Pourquoi pas ?» exigea-t-il, s'approchant. « À cause de ce que les gens diront, à cause de nos origines différentes. Parce que votre famille ne m'acceptera jamais, dit Céleste, et je ne vous séparerai pas d'eux. » Antoine passa une main dans ses cheveux, frustré. « Ma famille est compliquée, mais elle ne décide pas de qui je me soucie. Votre mère vient de m'offrir de l'argent pour que je reste loin de vous, lui dit Céleste. Son expression s'assombrit. Elle a fait quoi? Ça n'a pas d'importance. Je partais déjà. Ça en a pour moi, insista-t-il, et je ne veux pas que vous partiez. La sincérité dans sa voix la fit hésiter. Antoine, ce qui s'est passé entre nous, c'était une nuit, un fantasme. Ce n'était pas un fantasme pour moi, dit-il doucement. L'était-ce pour vous? Avant qu'elle ne puisse répondre, Jules apparut. Te voilà. Maman a besoin de toi à l'hôpital. Papa te demande. Antoine ne bougea pas. Dis-lui que j'arrive bientôt. Maintenant, Antoine, insista Jules. Il est agité et les médecins s'inquiètent de son rythme cardiaque. Céleste prit la décision pour lui. Allez-y, votre père a besoin de vous. Antoine eut l'air déchiré. Promettez-moi de ne pas partir avant qu'on ne parle. Vraiment parler. Je ne peux pas promettre ça, dit-elle honnêtement. Alors je ne bouge pas d'ici, déclara-t-il. Jules leva les mains au ciel. Incroyable. Père pourrait mourir, et tu es ici avec la femme de chambre. Elle s'appelle Céleste, claqua Antoine. Et j'en ai marre que tout le monde dans cette famille la traite comme si elle était invisible. Céleste toucha son bras. S'il vous plaît, Antoine, allez voir votre père. Nous pourrons parler à votre retour. Après un long moment, il acquiesça. Je vous prends au mot. Après le départ des deux hommes, Céleste s'assit sur sa valise, partagée. Une partie d'elle voulait juste partir, échapper au drame et à la douleur. Mais elle avait promis à Antoine qu'il parlerait. Et malgré tout, elle ne put se résoudre à briser cette promesse. À l'hôpital, Richard de Valois était assis dans son lit, l'air pâle mais alerte. Quand Antoine entra dans la chambre, Éléonore et Jules étaient déjà là. « Le voilà », dit Richard faiblement, « le fils qui a failli me tuer. »« Richard », avertit Éléonore, jetant un coup d'œil au moniteur cardiaque. Antoine s'approcha du lit. « Comment vous sentez-vous, père ?»« Comme si on m'avait fait tomber un piano sur la poitrine, » répondit Richard. « Les médecins disent que je dois réduire le stress. Ironique vu ce que tu as fait hier soir. »« Je ne voulais pas vous contrarier, » dit Antoine. Richard agita la main d'un geste dédaigneux. « Tu ne le veux jamais et pourtant tu le fais toujours. Ce coup monté avec la femme de chambre, elle s'appelle Céleste, » interrompit Antoine. Et ce n'était pas un coup monté. Éléonore intervint rapidement. « Ce n'est pas le moment, Antoine. Votre père a besoin de repos. »« Non, » dit Richard, sa voix plus forte. « Nous devons régler ça maintenant. J'ai travaillé trop dur à construire l'héritage de cette famille pour te regarder tout gâché pour une lubie. » La mâchoire d'Antoine se crispa. « C'est tout ce qui vous importe? L'héritage familial? Ça devrait vous importer aussi, » rétorqua Richard. « Tout ce que j'ai fait, absolument tout, a été pour assurer l'avenir de notre famille, votre avenir. Je n'ai jamais demandé ça, dit Antoine, et j'ai construit mon propre avenir, ma propre entreprise, sans votre aide. » Le moniteur de Richard émit un bip alors que son rythme cardiaque augmentait. « Et tu penses que ça te donne le droit de nous embarrasser? Pour s'afficher avec une employée de maison, comme pour faire une déclaration? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, insista Dominique. « Alors de quoi? » exigea Richard. « L'amour? Ne sois pas naïf. Elle voit des euros quand elle te regarde, rien de plus. » Les mains de Dominique se crispèrent en poing. « Tu ne la connais pas. Et toi, oui? Après quoi, une semaine. Je sais qu'elle est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, » dit Dominique d'une voix ferme. « Je sais qu'elle me voit, moi, pas mon argent ou mon nom. Et je sais qu'elle a refusé 10 000 euros que ta mère lui a offerts pour qu'elle s'éloigne de moi. » Éléonore haleta. « Tu lui as dit ?» Richard regarda sa femme, surpris. « Tu as fait quoi? »« Je protégeais notre famille, » se défendit Éléonore. « En essayant de soudoyer Solène ?» Dominique secoua la tête avec dégoût. « Et pour information, elle a refusé. Pas que l'un de vous comprenne pourquoi. »
Le moniteur bipa plus vite, et une infirmière entra précipitamment. « Je vais devoir vous demander de partir. Monsieur Beaumont doit rester calme. » Dans le couloir, Éléonore se tourna vivement vers Dominique. « Tu essaies de donner une autre crise cardiaque à ton père ?»« J'essaie de lui faire comprendre que je ne suis plus un enfant, » répliqua Dominique. « Je fais mes propres choix. Et en ce moment, je choisis Solène. »« Il ne s'agit pas seulement de toi, » intervint Julien. « Père a bâti les industries Beaumont à partir de rien. Il a des associés, des investisseurs qui s'attendent à certaines normes. Que penses-tu qu'ils diront quand ils apprendront que tu es impliqué avec la femme de chambre ? » « Je me moque de ce qu'ils disent, » déclara Dominique. « Eh bien, tu devrais t'en soucier, » dit Éléonore, « parce que ces relations sont ce qui maintient cette famille au sommet. Si tu te soucies vraiment de cette fille, tu réaliseras le tort que tu causes à sa réputation, ainsi qu'à la nôtre. » Cela fit marquer une pause à Dominique. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Les gens parlent déjà, » dit Éléonore. « Ils disent des choses terribles sur elle, qu'elle est une croqueuse de diamants, qu'elle t'a séduit pour améliorer sa position. Est-ce cela que tu veux pour elle ? Être l'objet de commérages cruels pour le reste de sa vie ? » Dominique n'y avait pas songé. La dernière chose qu'il voulait, c'était que Solène souffre à cause de lui. « Il faut que je la rejoigne, » dit-il finalement. « Nous en parlerons plus tard. » Alors qu'il s'éloignait, Éléonore l'appela. « Elle est probablement déjà partie, Dominique. Certaines personnes savent quand elles ne sont pas à leur place. » De retour au domaine, Solène avait déplacé sa valise vers l'entrée principale. Elle avait finalement décidé de partir. Rester ne ferait que rendre les choses plus compliquées, plus douloureuses. Elle disait au revoir à Madame Bertin, la cuisinière, quand la voiture de Dominique arriva. Son cœur se serra. Elle avait espéré être partie avant son retour. « Tu pars toujours, » dit-il, voyant sa valise. « C'est pour le mieux, » répondit-elle. « Peut-on parler, en privé ?» Elle hocha la tête à contre-cœur, le suivant jusqu'au jardin derrière la maison. C'était calme là, paisible. « Comment va ton père ?» demanda-t-elle. Stable, en colère, l'habituel. Il s'assit sur un banc de pierre et lui fit signe de le rejoindre. « Solène, j'ai réfléchi à ce que ma mère t'a dit. »« Le pot de vin ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui, mais gardant ses distances. « Oui, et aussi au fait que les gens parlent. » Il semblait troublé. « Je n'avais jamais envisagé à quel point cela pourrait t'affecter. »« Je peux gérer les commérages, » dit-elle, bien qu'en vérité, les murmures et les regards au bal les blessaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Mais tu ne devrais pas avoir à le faire, » dit Dominique. « Pas à cause de moi. » Un frisson la parcourut. « Qu'est-ce que tu dis ?» Il prit une profonde inspiration. « Peut-être que ma mère a raison. Peut-être que c'est trop compliqué en ce moment. » Les mots frappèrent Solène comme un coup physique. « Je vois. »« Non, tu ne vois pas, » dit-il rapidement. « Je ne dis pas que je ne veux pas être avec toi. Je dis que nous devons peut-être prendre du recul, mettre les choses au clair. Mon père est malade, ma famille est en crise. Et je suis de trop, » termina Solène pour lui. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » protesta Dominique. « C'est bon, » dit-elle, se levant. « Je comprends. La famille passe avant tout. » Il se leva aussi, tendant la main vers elle. « Solène, s'il te plaît, ne transforme pas ça en quelque chose que ce n'est pas. »« Qu'est-ce que c'est alors ?» demanda-t-elle. « Parce que ça sonne comme si tu les choisissais, eux, plutôt que nous. J'essaie de te protéger, » insista-t-il. Solène retira sa main. « Je n'ai jamais demandé ta protection. J'ai demandé ton honnêteté. »« Je suis honnête, » dit Dominique, la frustration évidente dans sa voix. « C'est compliqué. Mon père vient d'avoir une crise cardiaque. Ma mère mène une croisade contre nous. Le timing est tout simplement mauvais. Le timing sera toujours mauvais, » dit Solène doucement. « Parce que la vérité, c'est que ta mère a raison. Les hommes comme toi ne finissent pas avec des femmes comme moi. »« Ce n'est pas vrai, » argumenta-t-il. « Alors pourquoi me laisses-tu partir ?» Dominique n'eut aucune réponse à cela. Il regarda impuissant Solène se retourner et marcher vers la maison. « Solène, attends !» Elle continua de marcher, les larmes menaçant de tomber. Elle ne pleurerait pas ici, pas là où il pourrait la voir. À l'intérieur, Éléonore était revenue de l'hôpital. Elle vit la valise de Solène et sourit faiblement. « Je vois que tu as pris la bonne décision, » dit-elle. « Pas à cause de vous, » répliqua Solène froidement. Éléonore haussa les épaules. « La raison n'a pas d'importance. Seul le résultat compte. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. « Ta dernière fiche de paie et un petit supplément pour ta discrétion. » Solène laissa l'enveloppe sur la table. « Gardez-le, je ne veux rien de vous. » Elle saisit sa valise et se dirigea vers la porte, manquant de percuter Rebecca Dubois, qui venait juste d'arriver. « Solène, j'espérais te rattraper, » dit Rebecca chaleureusement. « Je voulais m'excuser pour le comportement de Vanessa hier soir. Elle a été complètement déplacée. »« Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit Solène. « Je pars. » Rebecca eut l'air surprise. « Partir ?
Mais je pensais que toi et Dominique... Il n'y a pas de moi et Dominique, dit Solène fermement. Excusez-moi. Elle passa devant Rebecca et sortit, où un taxi l'attendait pour la conduire à l'appartement de sa cousine à Paris. Alors que le taxi s'éloignait, elle laissa enfin les larmes couler. Elle avait été folle de penser, même un instant, que quelqu'un comme Dominique Beaumont puisse réellement vouloir quelqu'un comme elle. Rebecca trouva Dominique toujours dans le jardin, l'air perdu. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. « Je viens de voir Solène partir avec sa valise. » Dominique passa une main sur son visage. « J'ai tout gâché, Becca. Je l'ai laissé partir. »« Pourquoi aurais-tu fait ça » demanda Rebecca. « C'est évident que tu tiens à elle. C'est compliqué, dit-il, faisant écho à ses mots précédents à Solène. Rebecca croisa les bras. « C'est une excuse facile, et tu le sais. J'ai vu la façon dont tu la regardais hier soir. Je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Mon père vient d'avoir une crise cardiaque, lui rappela Dominique. Ma famille s'effondre. Et c'est précisément le moment où tu as besoin de quelqu'un de vrai dans ta vie, rétorqua Rebecca. Pas de quelqu'un qui corresponde à l'idée de ta famille, de ce qui est convenable. Dominique soupira. Ma mère m'a convaincu qu'être avec moi ne ferait que blesser Solène, que les gens parleraient, répandraient des rumeurs. Les gens parlent toujours, dit Rebecca d'un ton désinvolte. C'est ce qu'ils font. La question est, vas-tu laisser les commérages se dresser sur le chemin de quelque chose de vrai? C'est trop tard, dit Dominique. Elle est partie. Rebecca leva les yeux au ciel. Les hommes peuvent être tellement bornés. Il n'est pas trop tard à moins que tu ne le veuilles. Elle sortit son téléphone. Où est-elle allée? Chez sa cousine à Paris, je crois. Mais je n'ai pas l'adresse. Rebecca tapa quelque chose sur son téléphone. Je connais quelqu'un qui travaille à l'agence qui l'a placée ici. Donne-moi 1 heure. Dominique sentit une lueur d'espoir. Qu'est-ce que tu vas faire? T'aider à arranger ça, dit Rebecca. Mais d'abord, tu dois décider ce que tu veux vraiment. L'approbation de ta famille ou une chance d'être réellement heureux. Mia, la cousine de Solène, vivait dans un petit appartement d'un quartier populaire de Paris. C'était exigu mais accueillant, et Mia ne posa pas trop de questions lorsque Solène se présenta avec sa valise et ses yeux rougis. « Reste aussi longtemps que tu en auras besoin », dit Mia en la serrant dans ses bras. Le canapé se déplie. Cette nuit-là, tandis que Solène restait éveillée sur le canapé-lit inconfortable, son téléphone s'illumina avec un message de Dominique. « Je suis désolé. Peut-on parler ?» Elle retourna le téléphone sans répondre. Que dire? Il avait fait son choix. Le lendemain matin, Mia partit pour son service à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, et Solène commença à chercher des offres d'emploi en ligne. Elle avait de bonnes références de ses employeurs précédents, mais trouver un autre poste logé prendrait du temps. Un coup à la porte interrompit sa recherche d'emploi. Quand elle ouvrit, elle fut choquée de trouver Dominique debout là, l'air de n'avoir pas dormi. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle. « Rebecca, » admit-il. « Elle a des relations. » Solène commença à fermer la porte, mais Dominique posa sa main pour l'en empêcher. « S'il te plaît, écoute-moi juste, » plaida-t-il. « 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Contre son meilleur jugement, Solène le laissa entrer. Le petit appartement rendait sa grande silhouette encore plus imposante, déplacée au milieu des meubles de seconde main de Mia. « Joli endroit, » dit-il maladroitement. « Que veux-tu, Dominique » demanda Solène, trop fatiguée pour des futilités. Il prit une profonde inspiration. « J'ai eu tort hier, à propos de tout. Tu semblais plutôt sûr, alors » répliqua-t-elle. « J'étais confus, » admit-il, inquiet pour mon père, sous la pression de ma mère. Mais ce n'est pas une excuse. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Solène croisa les bras. « Pourquoi es-tu là maintenant ?»« Parce que je n'arrête pas de penser à toi, » dit-il simplement. « Parce que l'idée de ne plus jamais te voir est insupportable. Parce que quand je suis avec toi, je suis la personne que je veux être, pas la personne que tout le monde attend de moi. » « Et ta famille » demanda-t-elle. « La santé de ton père? Toutes ces complications que tu as mentionnées? Elles sont toujours là, » reconnut Dominique. « Mais j'ai réalisé quelque chose après ton départ. La vie sera toujours compliquée. La question est de savoir qui tu veux à tes côtés pendant que tu arranges tout ça. » Il s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je veux que ce soit toi, Solène, si tu veux bien me donner une autre chance. » Son cœur s'emballa à ces mots, mais le doute persistait. Comment savoir que tu ne changeras pas encore d'avis la prochaine fois que ta mère te fera pression? Parce que je lui ai dit la vérité ce matin, dit-il, que je suis amoureux de toi, que si elle me force à choisir entre la famille et toi, elle pourrait ne pas aimer mon choix. Solène eut le souffle coupé. Tu lui as dit ça? Il hocha la tête. Elle ne l'a pas bien pris. Mon père non plus quand je lui ai dit à l'hôpital. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai tenu bon face à eux, grâce à toi. Dominique, je sais que c'est rapide, dit-il rapidement.
Je sais que nous ne nous connaissons vraiment que depuis peu de temps, mais parfois, on sait juste quand quelque chose est juste. Et cela, me semble juste. Solène voulait le croire, le voulait plus que tout, mais la peur la retenait. Et toutes ces personnes au bal, demanda-t-elle. Celles qui murmurèrent sur moi m'appelèrent la femme de chambre? Elles n'ont pas d'importance, insista Dominique. Seuls nous en avons. Ce n'est pas si simple, dit-elle. Ce sont tes gens, ton monde. Je n'y ai pas ma place. Alors nous créerons notre propre monde, dit-il, prenant ses mains dans les siennes. Tu te souviens de ce croquis que je t'ai montré? La maison? Je pensais ce que je disais. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, Solène. Quelque chose qui soit à nous, pas à ma famille. Elle leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage le moindre signe de doute. Tu es sûr? Vraiment sûr? Parce que je ne pourrais pas revivre ça. En réponse, Dominique la serra dans ses bras et l'embrassa, un baiser rempli de promesses et de certitudes. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le domaine des Beaumont, Solène sourit. D'accord, d'accord, répéta-t-il, l'espoir illuminant ses yeux. Je nous donne une chance, précisa-t-elle. Mais je ne reviendrai pas travailler au domaine. Je ne m'y attendrai pas, l'assura Dominique. En fait, j'ai une meilleure idée. Il la conduisit au canapé et ils s'assirent ensemble. J'y ai pensé toute la nuit. Ma société de technologie ouvre un nouveau centre communautaire à Paris, offrant des cours de musique et d'art gratuits aux enfants qui n'en ont pas les moyens. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger le programme musical. Les yeux de Solène s'écarquillèrent. Moi? Mais je ne suis pas qualifié. Je n'ai jamais enseigné professionnellement. Tu as un don, Solène. Je t'ai entendu jouer. Et plus important encore, tu as du cœur. C'est ce dont ces enfants ont besoin. L'offre était tentante. Une chance de retrouver la musique, de partager l'héritage de sa grand-mère avec d'autres. Je ne sais pas. Réfléchis-y, dit Dominique. Sans pression. Quoi que tu décides, nous trouverons une solution ensemble. Solène hocha la tête, submergée par les possibilités qui s'ouvraient soudain devant elle. Et ton père? Son cœur. Il est stable, dit Dominique. Les médecins disent qu'il se rétablira complètement s'il suit leurs instructions. Réduire le stress, changer son régime alimentaire. Et ta mère? L'expression de Dominique devint sérieuse. Elle finira par se radoucir. Ou pas. Dans tous les cas, c'est son choix. J'ai fait le mien. Solène se pencha contre lui, s'autorisant à espérer pour la première fois que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. Il y a autre chose, dit Dominique, fouillant dans sa poche. Il en sortit une petite boîte. Le cœur de Solène s'arrêta presque. Dominique, si c'est ce que je crois, c'est beaucoup trop tôt. Il rit. Ce n'est pas une bague. Pas encore, en tout cas. Ouvre. À l'intérieur se trouvait une délicate clé en argent. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Une clé de mon appartement à Paris, expliqua-t-il. Je ne te demande pas d'emménager. Je veux juste que tu saches que tu es la bienvenue, à tout moment. C'est un endroit où nous pourrons être ensemble, loin de ma famille, pendant que nous verrons ce qui vient ensuite. Touchée par le geste, Solène referma sa main sur la clé. Merci. Tandis que Dominique la serrait contre lui, elle s'autorisa à croire que peut-être Éléonore s'était trompée. Peut-être que des hommes comme lui finissaient par être avec des femmes comme elle. Peut-être que l'histoire ne se terminait pas toujours comme les gens s'y attendaient. Leur moment de calme fut interrompu par le téléphone de Dominique qui sonnait. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est l'hôpital, dit-il, répondant rapidement. « Allô? Oui, c'est Dominique Beaumont. Quoi? Quand? J'arrive tout de suite. » Il raccrocha, le visage pâle. « Qu'y a-t-il? » demanda Solène, alarmée. « Mon père, » dit Dominique, se levant. « Il a eu une autre crise cardiaque, une crise majeure cette fois-ci. »« Va, » dit Solène immédiatement. « Je viens avec toi. » Dominique parut incertain. « Tu es sûr? Après tout ce qu'il y a eu avec ma mère. »« Je suis sûr, » dit-elle fermement. « Tu ne devrais pas être seul. » Tandis qu'il se précipitait à l'hôpital, Solène mit de côté ses peurs et ses doutes. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. La salle d'attente de l'hôpital était tendue à leur arrivée. Éléonore faisait les 100 pas, son apparence habituellement impeccable défaite. Julien était affalé sur une chaise, l'air perdu. Les yeux d'Éléonore se plissèrent lorsqu'elle vit Solène. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? »« Elle est avec moi, » dit Dominique fermement. « Comment va père? »« En chirurgie, » répondit Éléonore, sa voix se brisant légèrement. « Ce n'est pas bon, Dominique. » Malgré tout, Solène ressentit un pincement de sympathie pour la femme âgée. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Du café, peut-être ?» Éléonore eut l'air surprise par l'offre, puis secoua la tête. « Non, merci.
Dominique serra la main de Solène avec gratitude avant d'aller parler au médecin. Laissé seul avec Éléonore et Julien, Solène s'assit en face d'eux, préparée à plus d'hostilité. À sa surprise, Julien parla le premier. « Je suis désolé pour hier soir. Ce que j'ai dit, j'étais ivre, mais ce n'est pas une excuse. »« C'est bon, » dit Solène, bien que ce ne le fût pas vraiment. « Non, ce n'est pas bon, » admit Julien. « J'ai été un crétin. Avec toi, avec Dom, avec tout le monde, vraiment. » Éléonore ne dit rien, son regard fixé sur les portes d'où les médecins finiraient par sortir avec des nouvelles de son mari. Après ce qui sembla des heures, un chirurgien apparut, toujours en tenue de bloc. Ils se levèrent tous, la tension palpable dans l'air. « Madame Beaumont, » commença le chirurgien, son expression grave, « l'état de votre mari est critique. Nous avons réussi à le stabiliser pour l'instant, mais les dommages à son cœur sont étendus. »« Va-t-il se rétablir ?» demanda Éléonore, sa voix faible. Le chirurgien hésita. « Les prochaines 24 heures sont cruciales. S'il passe la nuit, ses chances s'améliorent. » Tandis que le chirurgien expliquait les détails de l'état de Richard, Solène regarda la famille Beaumont absorber la nouvelle. Malgré leur richesse et leur pouvoir à cet instant, ils étaient comme n'importe quelle famille confrontée à la perte potentielle d'un être cher, vulnérable, effrayé, humain. Quand le médecin partit, Dominique passa son bras autour de sa mère qui pour une fois ne se déroba pas. « Il est fort, » l'assura Dominique. « Il va se battre. » Éléonore hocha la tête, puis surprit tout le monde en s'adressant directement à Solène. « Vous devriez rentrer. La nuit risque d'être longue. » Avant que Solène ne puisse répondre, Dominique dit « Si elle part, je pars. » Éléonore soupira, trop épuisée pour une autre dispute. « Bien, restez si vous voulez. » Alors que la nuit avançait, ils se relayèrent pour visiter Richard en réanimation. Quand ce fut le tour d'Éléonore, Dominique et Solène se retrouvèrent seuls dans un coin tranquille de la salle d'attente. « Merci d'être là, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Bien sûr, » répondit-elle. « C'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. » Il prit sa main, l'étudiant comme s'il en mémorisait chaque détail. « Si quelque chose arrive à mon père, tout changera. L'entreprise, la dynamique familiale, un jour à la fois, » conseilla Solène doucement. « C'est tout ce que nous pouvons faire. » Éléonore revint, l'air épuisé. « Il te demande, Dominique. » Tandis que Dominique allait voir son père, Éléonore s'assit inopinément à côté de Solène. « Je ne comprends pas, » dit-elle après un long silence, « ce que mon fils voit en vous. » Solène se crispa, préparée à une autre attaque. Mais Éléonore continua d'une voix fatiguée. « Vous avez refusé mon argent. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. »« Je ne suis pas comme la plupart des gens, » répondit Solène. Éléonore l'étudia avec un nouvel intérêt. « Non, je suppose que non. » Elle soupira lourdement. « Richard et moi, nous avons passé nos vies à construire quelque chose pour nos fils, quelque chose qui durerait, mais Dominique n'a jamais semblé le vouloir. Peut-être qu'il veut construire quelque chose de son propre chef, suggéra Solène. « Avec vous » demanda Éléonore, mais le venin habituel était absent de sa voix. « C'est à lui de décider, dit Solène, mais s'il le fait, je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Je tiens trop à lui pour cela. » Éléonore eut l'air surprise, puis pensive. Avant qu'elle ne puisse répondre, Dominique revint, son expression indéchiffrable. « Comment va-t-il » demanda Éléonore anxieusement. « Réveillé. Il parle. Il veut vous voir tous les deux, » dit Dominique, regardant sa mère et son frère. Tandis qu'ils se dépêchaient vers la chambre de Richard, Dominique se tourna vers Solène. « Il a demandé de tes nouvelles aussi. »« Moi » Solène fut choquée. « Pourquoi ?»« Je ne suis pas sûr, » admit Dominique. « Mais il était très précis. Il veut nous voir tous, ensemble. » Solène suivit Dominique en réanimation, l'anxiété montant à chaque pas. Que pouvait bien vouloir Richard Beaumont avec elle? Dans la chambre d'hôpital, Richard semblait petit et pâle contre les draps blancs, les moniteurs bipant régulièrement autour de lui. Ses yeux étaient fermés quand ils entrèrent, mais il les ouvrit au son de leurs pas. « Alors vous êtes toujours là ?» dit-il à Solène, sa voix faible mais claire. « Oui, monsieur » répondit-elle nerveusement. Le regard de Richard se déplaça vers son fils. « Tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas ?» Dominique se tint droit. « Oui, père, énormément. » Richard ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Quand tu fais face à la mort, dit-il lentement, tu commences à voir les choses différemment. Ce qui compte, ce qui ne compte pas. » Il regarda Éléonore. « Nous avons fait des erreurs, toi et moi. Mis le nom de la famille, les affaires, au-dessus de tout le reste, y compris le bonheur de nos fils. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. « Richard, ne vous fatiguez pas. Nous pourrons en discuter quand vous serez plus fort. »« Non » insista Richard. « Il faut que ce soit dit maintenant. Au cas où... »
Il ne termina pas sa pensée. Il se tourna de nouveau vers Dominique. « Je ne comprends peut-être pas tes choix, mon fils, mais je ne veux pas quitter ce monde en étant en désaccord avec toi. » Dominique s'approcha du lit, prenant la main de son père. « Tu ne vas nulle part, père. Tu vas te battre. » Richard hocha faiblement la tête. « Oui, je me battrai, mais à une condition. »« N'importe quoi, » promit Dominique. Les yeux de Richard retrouvèrent Solène. « Que tu l'amènes au dîner de famille tous les dimanches, pour que nous puissions apprendre à connaître la femme qui a capturé le cœur de mon fils têtu. » La pièce devint silencieuse sous le choc. Même les moniteurs semblèrent se marquer une pause. « Père ?» demanda Dominique, incertain d'avoir bien entendu. « La vie est trop courte pour les querelles, » dit Richard simplement. « Et si elle compte tant pour toi, alors elle devrait avoir sa place à notre table. » Éléonore parut stupéfaite. « Richard, vous ne pouvez pas être sérieux. Jamais été plus sérieux, » répliqua-t-il. Puis, à l'étonnement de tous, il esquissa un léger sourire. « D'ailleurs, quiconque est capable de vous tenir tête, ma chère, mérite d'être connu. » La tension dans la pièce se brisa quand Jacques laissa échapper un rire surpris. Dominique serra la main de son père, trop ému pour parler. Solène s'avança, hésitante. « Merci, monsieur Dubois. »« Richard, » corrigea-t-il, « si vous allez faire partie de cette famille, autant m'appeler par mon prénom. Faire partie de cette famille. » Les mots flottèrent dans l'air, un pont fragile au-dessus du gouffre qui avait semblé si infranchissable quelques jours auparavant. Éléonore s'essuya les yeux, puis redressa les épaules. « Bien, » dit-elle d'un ton pressé. « Si tout est réglé, vous devez vous reposer, Richard. Le médecin a été très clair là-dessus. » Tandis qu'ils sortèrent de la pièce, Richard appela Dominique. « Mon fils, encore une chose. » Dominique se retourna. « Oui, père, ne refais pas les mêmes erreurs que moi, » dit Richard doucement. « Ne fais passer rien avant les gens que tu aimes, ni l'argent, ni les affaires, pas même le nom des Dubois. »« Je ne le ferai pas, » promit Dominique. Dans le couloir, Éléonore s'approcha de Solène pendant que Dominique parlait au médecin. « Cela ne veut pas dire que j'approuve, » dit-elle sèchement. « Mais pour le bien de Richard et pour celui de Dominique, je suis prête à essayer. » Ce n'était pas exactement un accueil chaleureux, mais venant d'Éléonore Dubois, c'était presque une accolade. « C'est tout ce que je demande, » répondit Solène. Quand Dominique les rejoignit, son expression était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Le médecin dit que les constantes de père s'améliorent. Ils sont prudemment optimistes. Il tira Solène à part, tandis qu'Éléonore allait appeler des proches pour leur annoncer la nouvelle. « Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? Mon père t'a-t-il réellement invité au dîner de famille? »« Je crois que oui, » dit Solène, le digérant encore elle-même. « Et ma mère n'a pas objecté. Beaucoup. »« C'est un début, » convint Solène. Dominique la regarda avec émerveillement. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Nous avons une chance, une vraie chance. » Alors qu'il la serrait dans ses bras, Solène s'autorisa à croire que c'était peut-être vrai. Il y aurait encore des obstacles, encore des gens qui chuchoteraient et jugeraient. Mais pour la première fois, l'avenir semblait possible. « Je t'aime, » murmura Dominique contre ses cheveux. « Je sais que c'est tôt, mais oui. » Solène se recula pour le regarder dans les yeux. « Moi aussi, je t'aime. » À ce moment précis, des alarmes se mirent à hurler depuis la chambre de Richard. Le personnel médical se précipita, tandis qu'une voix automatisée annonçait un code bleu. « Père !» cria Dominique, se dirigeant vers la porte pour être retenu par les infirmières. « S'il vous plaît, monsieur, vous devez laisser les médecins travailler, » dit l'une d'elles fermement. Éléonore apparut, le visage blanc de terreur. « Que se passe-t-il » Son cœur, expliqua rapidement une infirmière. Il s'est arrêté. Le monde sembla ralentir tandis qu'il regardait à travers la vitre. Impuissant, l'équipe médicale s'activait frénétiquement pour réanimer Richard Dubois. Dans ce moment de crise, toutes les divisions s'effacèrent. Éléonore serra le bras de Dominique, tandis que Jacques faisait les 100 pas, angoissé. Et Solène se tenait à leur côté, priant pour un miracle pour l'homme qui, dans ce qui était peut-être son dernier acte, avait tenté de guérir sa famille. À travers la fenêtre, ils virent la ligne plate sur le moniteur sursauter soudainement. « Nous avons un pouls !» annonça un médecin. Le soulagement inonda le couloir. Éléonore s'effondra contre Dominique, qui serra sa mère tandis qu'elle pleurait. Jacques cessa de faire les 100 pas, fermant les yeux en un silencieux remerciement. Et Solène fut témoin de tout cela, se demandant ce que cela signifierait pour leur avenir, le sien et celui de Dominique, et si la révélation de Richard, survenue au bord de la mort, durerait au-delà de la crise. Seul le temps dirait si les murs entre leurs mondes avaient vraiment commencé à s'effriter, ou s'ils avaient simplement été temporairement brisés par l'ombre de la mortalité. Mais pour l'instant, à cet instant précis, il y avait de l'espoir. 3 semaines après la deuxième crise cardiaque de Richard Dubois,
Le médecin signa enfin son bon de sortie. Sa convalescence avait été lente mais régulière, et tout le monde fut soulagé lorsqu'il fut autorisé à rentrer chez lui, avec des instructions strictes de repos et d'éviter le stress. « Je ne suis pas un grabataire », grommela Richard, tandis qu'on le poussait hors de l'hôpital. Éléonore marchait à ses côtés, sa main posée protectivement sur son épaule. « Vous suivrez les ordres du médecin », insista-t-elle. « Pas de travail pendant au moins 1 mois. » Dominique et Solène les suivaient, échangeant des regards amusés face aux plaintes de Richard. Au cours des semaines qui avaient suivi son expérience de mort imminente, une paix fragile s'était installée sur la famille Dubois. Le frôlement de Richard avec la mortalité l'avait changé, adouci certains de ses traits les plus durs. Éléonore était toujours Éléonore, fière et protectrice du statut de sa famille, mais elle avait cessé de s'opposer ouvertement à la relation entre Dominique et Solène. Quant à Solène, elle avait passé les dernières semaines à trouver ses marques dans cette nouvelle réalité. Elle avait accepté l'offre de Dominique de diriger le programme musical du centre communautaire de son entreprise, et ce travail la remplissait d'un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Enseigner aux enfants à jouer du piano, voir leur visage s'illuminer lorsqu'ils maîtrisaient une simple mélodie, cela lui rendait la joie que la musique lui avait autrefois procurée. Elle et Dominique avaient trouvé un rythme confortable, passant les soirées dans son appartement en ville, apprenant à se connaître au-delà de l'intensité de leurs premiers jours dramatiques ensemble. Et bien que Solène se sente encore mal à l'aise avec les Dubois, elle avait tenu sa promesse de rendre visite régulièrement à Richard à l'hôpital. Maintenant, alors qu'ils aidaient à installer Richard au domaine, Solène se retrouva à s'émerveiller de tout ce qui avait changé en si peu de temps. « Solène » appela Richard, lui faisant signe de s'approcher, alors qu'il s'installait dans un fauteuil inclinable dans le bureau. « Jouez-moi quelque chose, voulez-vous ? J'ai écouté les bips des machines d'hôpital pendant des semaines. J'ai besoin de vraie musique. » Éléonore fronça les sourcils. « Richard, vous devriez vous reposer. »« La musique est reposante, » rétorqua-t-il, « et je veux entendre Solène jouer. » Dominique dit qu'elle est très douée. Solène jeta un coup d'œil à Dominique, qui hocha la tête encourageamment. Elle se dirigea vers le grand piano à queue dans le coin du bureau, le même qu'elle polissait lorsque Dominique l'avait entendu jouer pour la première fois. Ses doigts trouvèrent facilement les touches, et elle commença une douce mélodie, quelque chose que sa grand-mère lui avait appris, un morceau qui lui apportait toujours du réconfort. La pièce se tut, à l'exception de la musique, et quand elle eut terminé, elle leva les yeux pour trouver Richard la regardant avec une appréciation non dissimulée. « Magnifique, » dit-il simplement. « Vous avez un don. »« Merci, » répondit Solène, toujours pas entièrement à l'aise avec les compliments du patriarche Dubois. « Comment avance le centre communautaire ?» demanda Richard à Dominique. « Nous ouvrons la semaine prochaine, » répondit Dominique. Solène a déjà une liste d'attente pour ses cours de musique. Richard hocha la tête, approbateur. « Bien, très bien. » Il se tourna vers Éléonore. « Nous devrions faire un don, ma chère. Soutenir le projet de Dominique. » Les sourcils d'Éléonore se levèrent de surprise. « Je pensais que vous considériez son entreprise comme une trahison des industries du bois. J'avais tort, » admit Richard, les mots clairement difficiles pour lui. « Notre fils a bâti quelque chose d'impressionnant. Il est temps que nous le reconnaissions. » Dominique sembla abasourdi. « Père, vous n'êtes pas obligé de... »« Je le veux, » interrompit Richard. « Considérez cela comme ma façon de faire amende honorable. » Le moment fut interrompu par Jacques qui entra dans le bureau. « Bienvenue à la maison, père. » Il hocha poliment la tête vers Solène, leur relation étant toujours gênante mais courtoise. Jacques le salua Richard. « Juste à temps. Je veux vous parler à tous de quelques changements que j'ai envisagés. » Éléonore parut immédiatement inquiète. « Richard, le médecin a dit pas de discussion d'affaires. Il ne s'agit pas d'affaires, il s'agit de famille. » L'expression de Richard devint sérieuse. « Mon cœur qui s'est arrêté 2 fois m'a donné de la perspective. J'ai passé ma vie à bâtir un empire, mais j'ai failli quitter ce monde sans réparer ce qui compte le plus. » Il regarda ses fils. « J'ai été dur avec vous deux. Je m'attendais à ce que vous soyez des extensions de moi-même, plutôt que des hommes à part entière. Cela prend fin aujourd'hui. » Jacques se tortilla inconfortablement. « Père, vous n'avez pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin, » insista Richard. « Dominique, j'ai eu tort de vous en vouloir pour votre indépendance. Et Jacques, j'ai favorisé vos pires tendances en ne vous tenant jamais responsable. » La pièce tomba dans le silence tandis que les hommes du bois se regardaient, des décennies d'émotions compliquées planant dans l'air. Finalement, Dominique parla. « Merci, père. Cela compte beaucoup. » Jacques parut moins sûr, mais il hocha la tête. « J'essaie de faire mieux. »« Je sais que vous le faites, » dit Richard. Puis, à la surprise générale, il se tourna vers Solène.
Et vous, jeune femme, vous avez fait preuve de plus d'intégrité que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans les affaires. Mon fils a de la chance de vous avoir trouvé. Solène sentit ses joues rougir. Merci, monsieur Dubois, Richard. Éléonore s'éclaircit la gorge. Je pense que c'est assez d'émotion pour une journée. Richard a besoin de repos. Tandis qu'ils sortirent du bureau, Dominique tira Solène à part. C'était inattendu. Votre père a changé, observa Solène. Les expériences de mort imminente ont cet effet, convint Dominique. Mais je n'aurais jamais cru l'entendre admettre qu'il avait tort sur quoi que ce soit. Solène sourit. Les gens peuvent vous surprendre. En parlant de surprise, dit Dominique, regardant sa montre. J'en ai une pour vous. Pouvez-vous vous libérer cet après-midi? Solène haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous verrez, dit-il avec un sourire mystérieux. Dites juste oui. 1 heure plus tard, il roulait le long de la côte, loin de la ville. Solène observa le paysage passer des immeubles urbains aux petites villes, puis à la campagne ouverte. « Allez-vous me dire où nous allons » demanda-t-elle. « Patience, » répondit Dominique, appréciant visiblement sa curiosité. « Nous y sommes presque. » Finalement, il tourna sur un chemin privé qui serpentait à travers les arbres avant de s'ouvrir sur une vue spectaculaire sur l'océan. Là, sur une falaise surplombant l'eau, se trouvait une maison. Pas un manoir comme le domaine des Dubois, mais une belle maison accueillante avec de larges fenêtres et une véranda panoramique. « Quel est cet endroit » demanda Solène, tandis que Dominique se garait dans l'allée. « Vous souvenez-vous de ce croquis que je vous ai montré au bal » demanda-t-il. « De la maison que je voulais construire ?» Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « C'est ça? Mais comment? Quand? J'ai acheté la propriété il y a des années, » expliqua Dominique. « J'ai commencé à construire il y a environ 6 mois, mais le design ne me semblait jamais tout à fait juste. Puis je vous ai rencontré, et soudain, j'ai su ce qui manquait. » Il la conduisit jusqu'aux marches menant à la porte d'entrée, qu'il déverrouilla avec une clé avant de la lui tendre. Jetez un coup d'œil à l'intérieur. Solène entra avec hésitation, haletant en pénétrant dans un salon baigné de soleil, avec de hauts plafonds et un mur de fenêtres donnant sur l'océan. Mais ce qui la coupa vraiment le souffle, c'était le piano à queue crapaud parfaitement positionné pour capturer la vue. « Dominique, » murmura-t-elle, s'en approchant comme attirée par un aimant. « Je l'ai fait livrer hier, » dit-il, observant sa réaction. « La maison n'est pas encore entièrement terminée, mais je voulais que vous la voyiez. Pour voir si elle vous semble. »« La maison, » acheva-t-elle pour lui, effleurant les touches du piano. « Oui. » Il vint se placer à ses côtés. « Je ne vous demande pas d'emménager. Pas encore. Mais un jour, quand vous serez prête, j'espère que cela pourra être notre endroit, loin de ma famille, loin des attentes. Juste nous. » Solène se tourna vers lui, submergée par le geste. « Vous avez fait tout ça pour moi. Pour nous, » corrigea-t-il. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'échapper à l'ombre de mon père, à construire quelque chose qui soit à moi. Mais cela n'a jamais semblé complet avant de vous rencontrer. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je sais que cela ne fait que quelques semaines. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit que de ce que je ressens pour vous. » Solène sentit les larmes monter. « Je vous aime, Dominique. Mais c'est tellement... »« Trop » demanda-t-il soudain inquiet. « Non, » l'assura-t-elle. « Juste, bouleversant, dans le meilleur des sens. » Le soulagement inonda son visage. « Il n'y a pas de pression, pas de date limite. Je voulais juste que vous le voyiez, que vous sachiez que je suis sérieuse au sujet de notre avenir. » Solène regarda autour d'elle ce magnifique espace, essayant de s'imaginer y vivre, se réveiller chaque matin avec cette vue, jouer du piano alors que le soleil se couchait sur l'océan. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver pour elle-même. « Montrez-moi le reste, » dit-elle, prenant sa main. Ils passèrent l'après-midi à explorer chaque pièce, Dominique expliquant ses plans pour chaque espace, lui demandant son avis. Dans la cuisine, il la surprit avec un déjeuner pique-nique qu'ils emportèrent sur la véranda. Assis face à l'océan, Solène ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « C'est parfait, Dominique, vraiment parfait. »« Il ne manque qu'une chose, » dit-il fouillant dans sa poche. Il en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Solène fit un bond. « Dominique, avant que vous ne paniquiez, » dit-il rapidement, « je ne vous demande pas en mariage. Pas exactement. » Il ouvrit la boîte pour révéler une délicate bague en argent ornée d'un seul saphir. C'était celle de ma grand-mère, la seule femme de la famille qui s'est mariée par amour plutôt que par statut. Elle l'appelait sa bague de promesse. Il sortit la bague mais ne fit aucun mouvement pour la passer à son doigt. « Ceci est une promesse, Solène, que quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles que nous rencontrerons, je m'engage à construire une vie avec vous. Quand vous serez prête,
Que ce soit dans quelques mois ou dans des années, je la remplacerai par une bague de fiançailles, mais seulement quand nous serons tous les deux prêts. Les larmes coulèrent sur les joues de Solène. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, l'assura Dominique. Vous pouvez y réfléchir, il n'y a pas d'urgence. Mais Solène avait déjà pris sa décision. Elle tendit la main. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Je crois en nous, Dominique, en ce que nous construisons ensemble. Son visage s'illumina tandis qu'il glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Je t'aime, Solène Blanc. Moi aussi je t'aime », murmura-t-elle, se penchant pour l'embrasser. L'inauguration du centre communautaire fut un succès au-delà de toutes les attentes. Des enfants du quartier remplirent les salles de classe, impatients d'essayer des instruments que beaucoup n'avaient jamais touchés auparavant. Solène se déplaçait parmi eux, le cœur rempli en aidant de petites mains à trouver les bonnes touches du piano. Dominique la regardait depuis l'embrasure de la porte, la fierté évidente sur son visage. Ce projet avait été important pour lui auparavant, mais voir Solène dans son élément, partageant sa passion avec ses enfants, lui donnait une signification bien plus grande. Il était si absorbé à la regarder qu'il ne remarqua l'arrivée de sa mère que lorsqu'elle parla à ses côtés. « Elle est très douée avec eux », observa Éléonore. Dominique se tourna, surpris. « Mère, je ne m'attendais pas à vous voir. Votre père a insisté, » dit Éléonore. « Il est dans le hall principal avec Jacques, admirant votre travail. » Dominique étudia sa mère, essayant de déchiffrer son expression. « Et qu'en pensez-vous » Éléonore regarda autour d'elle la salle de classe lumineuse. « C'est impressionnant ce que vous avez construit ici. Pas ce que j'aurais choisi pour un Dubois, mais digne. » Venant d'Éléonore, c'était en effet un grand compliment. Son regard tomba sur la main de Solène, alors qu'elle aidait une petite fille à positionner ses doigts sur le clavier. La bague en saphir capta la lumière. « Je vois que vous lui avez donné la bague de votre grand-mère, » dit Éléonore doucement. Dominique se tendit, préparé à une dispute. « Oui. » À sa surprise, Éléonore hocha simplement la tête. Elle aurait approuvé. Votre grand-mère, je veux dire. Elle a toujours dit que les Dubois avaient besoin de sang neuf. Avant que Dominique ne puisse répondre à cette acceptation inattendue, Solène les remarqua et s'approcha, légèrement nerveuse de trouver Éléonore là. « Madame Dubois, bienvenue au centre, » dit-elle poliment. « Éléonore, s'il vous plaît, » la corrigea la mère de Dominique. « Après tout, vous portez maintenant notre bague de famille. » Solène jeta un coup d'œil à Dominique, qui semblait aussi choqué qu'elle. « Merci, Éléonore » réussit Solène. Un silence gênant s'installa, rompu lorsqu'un des enfants appela Solène à l'aide. « Excusez-moi, dit-elle, reconnaissante de cet échappatoire. » Une fois hors de portée de voix, Dominique se tourna vers sa mère. « D'accord. Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait d'Éléonore Dubois ?» Un soupçon de sourire effleura les lèvres d'Éléonore. « Votre père n'est pas le seul à avoir réfléchi. Je vous ai observés tous les deux, ces dernières semaines, votre façon d'être ensemble. La façon dont elle vous a soutenu pendant le pire de la maladie de votre père, même après la façon dont nous l'avons traité. » Elle lissa une ride invisible sur son tailleur de créateur. « Je pense toujours que vous venez de mondes différents. Il y aura des défis. Le monde peut être cruel. Je me fiche du monde, » dit Dominique fermement. « Je sais, » répondit Éléonore. « Cela a toujours été votre force et votre faiblesse. » Elle regarda Solène, qui guidait patiemment les mains d'un jeune garçon sur le piano. « Mais peut-être que, dans ce cas, vous avez raison de suivre votre cœur. Ce n'était pas une bénédiction totale, mais venant d'Éléonore Dubois, c'était révolutionnaire. »« Merci, mère, » dit Dominique sincèrement. Éléonore redressa les épaules. « N'en faites pas tout un plat. Je suis simplement pragmatique. Votre père a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que Solène soit présente au dîner du dimanche désormais, et je préférerais ne pas passer mes années restantes en conflit constant. » Sur ce, elle s'éloigna pour rejoindre son mari, laissant Dominique secouer la tête avec étonnement devant tant de changements. 6 mois plus tard, la famille Dubois se réunit à la maison, en bord de mer de Dominique et Solène, pour le dîner du dimanche. C'était devenu une nouvelle tradition, alternant entre le domaine et la maison en bord de mer. Richard, entièrement rétabli et semblant en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années, était engagé dans une partie d'échecs animée avec Jacques sur la véranda. Éléonore était dans la cuisine avec Solène, les deux femmes ayant atteint une entente qui ressemblait parfois même à de l'amitié. « Il faut plus de sel dans cette sauce », conseilla Éléonore, trempant une cuillère dans la marmite que Solène remuait. « J'allais l'ajouter à la fin, » répondit Solène, mais elle tendit la main vers le sel quand même. Elle avait appris à choisir ses batailles avec Éléonore. Du salon parvenait le son du piano. Dominique jouait une mélodie simple, que Solène lui avait enseignée.
Ses progrès étaient lents mais déterminés, tout comme l'évolution de leur relation. Éléonore écouta, son expression s'adoucissant. Il n'a jamais montré d'intérêt pour la musique enfant. J'ai essayé de lui faire prendre des leçons, mais il a refusé. Certaines choses, il faut les découvrir en son propre temps, dit Solène. Éléonore la regarda d'un air évaluateur. Vous avez été bonne pour lui, pour nous tous, d'une certaine manière. Avant que Solène ne puisse répondre à cet aveu sans précédent, la sonnette retentit. Ce doit être Rebecca et son nouveau petit ami, dit Solène, essuyant ses mains sur un torchon. Pourriez-vous surveiller la sauce pendant que j'ouvre la porte? Bien sûr, dit Éléonore, prenant la cuillère. Solène alla ouvrir la porte, souriant en accueillant Rebecca et son compagnon. Elle les conduisit au salon où Dominique les salua chaleureusement avant de reprendre sa pratique hésitante du piano. Tandis que la maison se remplissait de conversations et de rires, Solène prit un moment pour elle, sortant sur la véranda où Richard et Jacques étaient toujours absorbés par leur partie d'échecs. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de brillants oranges et roses. 6 mois auparavant, elle avait été femme de chambre, invisible au monde des gens comme les Dubois. Maintenant, elle était là, les accueillant chez elle et Dominique. Il y avait encore des défis, bien sûr. Il y avait encore des gens dans les événements mondains qui chuchotaient quand elle entrait dans une pièce. Il y avait encore des moments où les différences de leurs origines devenaient évidentes. Mais rien de tout cela ne semblait importer quand elle était avec Dominique, construisant leur vie ensemble jour après jour. Magnifique coucher de soleil, commenta Richard, la remarquant observer l'horizon. Oui, il l'est, convint-elle. Richard fit un coup sur l'échiquier, puis leva les yeux vers elle. Vous savez, quand Dominique vous a amené pour la première fois à ce bal, je pensais que c'était juste un autre acte de rébellion, une façon de me provoquer. Un peu, oui, admit Solène avec un sourire. Richard ricana. Oui, mais c'est devenu quelque chose de plus, quelque chose de réel. Il fit un geste autour d'eux, vers la maison, vers la famille réunie à l'intérieur. Tout cela, c'est parce que vous avez eu le courage d'entrer dans une pièce où tout le monde pensait que vous n'aviez pas votre place. Jacques hocha la tête en signe d'accord. Vous nous avez changé, Solène, pour le mieux. Elle fut épargnée d'avoir à répondre à ces compliments inattendus par l'apparition de Dominique à la porte. Le dîner est presque prêt, annonça-t-il. Père, vous gagnez? Bien sûr, répondit Richard, bien qu'un coup d'œil à l'échiquier suggérât le contraire. Tandis que Jacques et Richard rangeaient leur partie, Dominique rejoignit Solène près de la balustrade, glissant un bras autour de sa taille. « Tout va bien » demanda-t-il, remarquant son expression pensive. « Plus que bien » l'assura-t-elle, se blottissant dans son étreinte. « Je pensais juste à tout ce qui avait changé depuis cette nuit au bal. » Dominique sourit. « La nuit où vous êtes entrés et avez tout changé. J'étais terrifiée, admit-elle. Tous ces gens qui regardaient, qui jugeaient. Vous ne l'avez pas montré, dit-il. Vous avez gardé la tête haute et vous êtes entrés comme si vous étiez à votre place. C'est là que j'ai su, sans l'ombre d'un doute. Su quoi? Que je tombais amoureux de toi, dit-il simplement. Que tu étais celle avec qui je voulais bâtir une vie. » À l'intérieur, Éléonore appela tout le monde à table. Dominique prit la main de Céline, la bague de saphir captant les derniers rayons du soleil couchant. « On y va » demanda-t-il. Céline hocha la tête, le suivant à l'intérieur où leur famille les attendait. Car c'était ce que les Beaumont étaient devenus, contre toute attente, sa famille à elle aussi. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, Dominique leva son verre. « Un toast » proposa-t-il, « au nouveau départ, au risque pris, et à Céline, qui a eu le courage d'entrer dans nos vies et de tout changer. » « À Céline » firent écho tous, même Éléonore. Céline ressentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin et tout à voir avec le sentiment d'appartenance. Elle avait trouvé sa place, non pas en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas, mais en ayant le courage d'être exactement qui elle était. En regardant les visages des personnes qui étaient devenues sa famille, elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait appris à jouer du piano et à garder la tête haute quoi qu'il arrive. Elle aurait été fière de la femme que Céline était devenue. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tous et alors qu'ils rangeaient ensemble, Dominique serra Céline dans ses bras pour une danse lente dans la cuisine, fredonnant la mélodie qu'elle lui avait apprise. « Que dirais-tu de rendre ça officiel » demanda-t-il, sa voix douce contre ses cheveux. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, bien qu'elle ait le sentiment de savoir. Il recula pour la regarder dans les yeux. « Remplacer cette bague de promesse par une bague de fiançailles. Rendre ça, nous, permanent. » Le cœur de Céline se gonfla. Il y a 6 mois, l'idée l'aurait terrifiée. Maintenant, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. « Oui, dit-elle simplement. J'aimerais beaucoup ça.
Le visage de Dominique s'illumina de joie. « Vraiment? Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, l'assura-t-elle. Tu m'as montré ce que la vie pouvait être. Non pas en me changeant, mais en me voyant vraiment quand je suis arrivé. » Il l'embrassa alors, un baiser rempli de promesses, de projets et d'un futur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lors de leur première rencontre. Dehors, les vagues se brisaient contre le rivage, un rythme aussi stable et constant que leur amour était devenu, et à l'intérieur de la maison qu'ils avaient rebâtie ensemble, Céline Dubois, bientôt Céline Beaumont, sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. Non pas comme une domestique, non pas comme une étrangère, mais comme une femme qui avait eu le courage d'entrer dans une pièce où personne ne l'attendait et de tout changer. Fin.